Alors, Madame la Présidente, chère Valérie, on peut intervenir là-bas, non, debout, non, c'est peut-être mieux, non, non, bah, non, on peut intervenir là ou pas? Non? Bon, tant pis, c'est plus... Alors, Madame la Présidente, chère Valérie, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chère sénatrice, chère Esther, je voulais remercier encore, alors je sais que certains ont dû malheureusement partir, les membres du bureau de LCS qui étaient ici, et notamment notre secrétaire général qui est toujours là, donc merci cher Patrick, Monsieur le Président du CRIPS, cher Jean, une nouvelle fois, merci encore à notre vice-présidente, à Farida, d'être là et toujours mobilisée à nos côtés, ma chère Giovanna, et puis je salue encore ta maman, chers amis. Alors encore une édition des États généraux d'élus locaux contre le sida, la 22e, que la présidente de la région va conclure dans quelques secondes. Encore une, car le sida est toujours là, malheureusement, malgré des efforts et notre mobilisation à toutes et à tous. Et on peut encore dire, année après année, qu'il n'y a jamais eu autant d'êtres humains, des femmes et des hommes, nos amis, nos frères, qui vivent avec ce virus dans le monde et dans notre pays. Et pourtant, les personnes touchées restent invisibles. Combien de personnes assurent ne pas connaître de personnes séropositives dans notre région ou à Paris, ce qui est statistiquement pourtant totalement impossible. Mensonge, aveuglement, honte, sérophobie ou peut-être plutôt malheureusement ignorance. Et pourtant, comme le disait Confucius, c'est au plus noir de la nuit que l'aurore est proche. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord remercier la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, et encore une fois sa vice-présidente, Farida Adlani, pour son accueil symbolique ici, dans cet hémicycle de la région Île-de-France. La lutte contre le sida permet de dépasser souvent les clivages partisans, et tant mieux. Je voulais rendre hommage à Valérie Pécresse, qui milite depuis longtemps, d'abord à nos côtés, au sein de LCS dont elle est membre. Je suis dans son opposition politique, mais pas humaine. Et aux côtés de mon ami Jean Spiry, président du CRIPS, que j'ai aussi l'honneur moi-même de présider il y a longtemps, j'ai accepté d'être ambassadeur d'une Île-de-France sans sida, car je sais la sincérité de la présidente sur ce sujet. Certes, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, et tant mieux d'ailleurs, ce serait pas drôle, mais nous savons qu'il nous faut absolument travailler ensemble, et aussi notamment avec la mairie de Paris, et je remercie aussi Anne Hidalgo qui était à nos côtés tout à l'heure, ou encore évidemment avec la Seine-Saint-Denis. Et ce travail commun, transpartisan, doit être signalé et encouragé. Donc merci Madame la Présidente, merci chère Valérie. J'en profite encore pour remercier Christophe Marté, qui est l'actuel directeur d'Ornet, directeur général, pardon, mais qui est, et je le disais tout à l'heure, l'emblématique militant de cette lutte et l'emblématique président d'ACT UP, connu pour ses coups de gueule qui ont quand même été très très utiles à un moment où il était quand même difficile de se faire entendre dans la lutte contre le sida. Je remercie bien sûr encore les élus de LCS et puis mes collègues engagés et amis Elisabeth Ramel et Stéphane Auger qui ont été aux côtés de Christophe cet après-midi. Merci aussi à Damien. Alors on me dit que Jean-Louis Touraine vient d'arriver, alors je veux aussi, je ne sais pas où il est, mais il est juste devant. Je salue, je suis très content de le voir. Jean-Louis Touraine était sous le précédent mandat, alors il le sera sûrement encore, le président du groupe d'études sur le sida à l'Assemblée nationale et c'est un homme très engagé sur bien des causes que nous partageons d'ailleurs et je suis très heureux qu'il soit là. Comme je remercie encore pour ceux qui sont arrivés plus tard, Damien Commandon, le président d'une société qui, comme il l'a rappelé tout à l'heure, réalise 130 000 soins funéraires par an. Il n'y a pas eu, on a peu entendu ces thanatopracteurs et ces sociétés qui étaient pourtant majoritairement favorables à la fin de la levée des soins d'interdiction, des soins de conservation. Et c'est pour ça que c'était important à quelques mois de cette levée, à un mois de cette levée qu'on attendait tous, qu'ils viennent ici. Alors il a dû partir. Mais en tout cas, c'était important de l'entendre parce qu'on voit bien que les professionnels thanatopracteurs, à part une minorité, étaient bien sûr favorables à ces soins parce qu'ils savaient qu'il n'y avait évidemment aucun risque, puisque je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu un thanatopracteur dans le monde qui a été infecté par le virus du sida. C'était aussi intéressant d'entendre le professeur Alain Fischer pour ses propos, je crois, très clairs
sur la vaccination et la nécessité de la développer. Les élus locaux ont un rôle dans l'information de nos concitoyens et il est important qu'ils fassent la promotion des vaccins et fassent tomber bien de fausses informations et de rumeurs qui circulent actuellement. C'était donc important de l'entendre et je salue d'ailleurs la ministre de la Santé, qu'on espérait ici mais qui n'a pas pu venir, qui sur les vaccinations a une position courageuse et je crois qu'il nous appartient à nous aussi, élus locaux, à la région, comme dans les municipalités, d'accompagner. Et bien sûr, je remercie encore une fois le président du CRIPS, cher Jean, d'avoir rappelé l'importance qu'il attache, comme la présidente de la région et comme globalement ici, je pense, toute l'Assemblée, à la prévention et à la santé des jeunes. Et je crois que nous avons dans ce domaine-là une vraie responsabilité et nous devons l'assumer. Je voudrais aussi remercier la courageuse sénatrice Esther Benbassa. Alors tout à l'heure, elle a dit que parfois, de penser à moi, ça l'inspirait. Ben, moi, elle m'inspire beaucoup et je voulais lui dire à quel point j'avais aussi beaucoup d'admiration pour elle. Et le non moins un courageux travailleur du sexe et militant, Thierry, qui, parce que c'est pas simple, parle à visage découvert, si je puis dire. On parlait tout à l'heure des personnes séropositives qui, voilà, ont aussi ces difficultés-là. Et je voulais vraiment le remercier d'être venu, voilà, et de continuer ce combat qu'il mène, au-delà des prises de position personnelle de chacune et de chacun sur cette question. Enfin, quand même, et on l'a entendu, toutes les études démontrent que la pénalisation du travail du sexe et même des clients est contre-productive. Elle a un obstacle à une politique préventive efficace contre le sida, les IST, et met souvent d'ailleurs dans un grand danger, comme ça a été dit, les travailleuses et les travailleurs du sexe. En lançant la déclaration de Paris, Anne Hidalgo a rappelé l'engagement que doivent avoir aussi les collectivités locales et la présidente de notre région, dès son élection, a souhaité cette mobilisation et je me réjouis que nous travaillons ensemble, mais pas seuls. Anne Hidalgo l'a rappelé tout à l'heure et je sais que la présidente le dira aussi, c'est bien sûr avec l'ARS, c'est bien sûr avec les corps et vie et c'est bien sûr et surtout avec les professionnels de santé et avec les associations et les personnes qui vivent avec ce virus pour arriver bien sûr à ces objectifs de l'ONU-SIDA, les 3 x 90. Et d'ailleurs, on a été plus ambitieux ici, puisque c'est le 3 x 95 qu'a choisi la région. Et je pense que c'est un défi important, mais qu'on peut réaliser. La région a voté à l'unanimité, et Farida l'a rappelé, notre plan, et c'est pour nous toute action. Je laisserai bien sûr la présidente rappeler, peut-être si elle le souhaite plus dans le détail, notre mobilisation pour l'épidémie, mais aussi, et j'insiste là-dessus parce que c'est une question sur laquelle je pense qu'on a été aussi précurseur, notre volonté de nous mobiliser pour accompagner les seniors séropositifs, notamment dans les EHPAD, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai problème du vieillissement des personnes séropositives qu'on n'a pas anticipé les uns et les autres. Alors, des individuations ont encore été faites tout récemment. Il nous faut continuer. Je pense qu'il nous faut aussi aller plus loin dans l'accompagnement de la PrEP, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ile-de-France, 9 infections sur 10 concernent les HSH, bon, encore on devait dire les gays, mais on dit comme ça, parce que c'est plus large et plus juste de le dire ainsi, et les migrants. D'ailleurs, lors d'un court voyage à San Francisco avec Jean et avec Anne-Claire Tissandier, nous avons pu constater l'efficacité de la PrEP. Près de 12 500 personnes sont sous PrEP dans cette ville qui n'a que 750 000 habitants. Et San Francisco a divisé par 3 les nouvelles infections et elle s'approche des objectifs, elle est dans les objectifs de l'ONU-SIDA. En France, en début d'année, nous étions autour de 3 000 personnes sous PrEP et nous sommes peut-être aujourd'hui autour de 5 000 personnes pour 65 millions d'habitants. Donc on voit encore le travail qu'on a à faire dans ce domaine. Alors certes, la France a été le premier pays au monde à rembourser la PrEP et il faut en saluer le précédent gouvernement, mais il faut vraiment aller plus loin et plus vite. Toutes les études nous montrent l'efficacité de la PrEP, combinée à un dispositif puissant et accessible de dépistage, d'où d'ailleurs l'importance des autotests que la ville de Paris et la région Île-de-France veulent mettre à disposition des associations, mais aussi des médecins, comme l'a rappelé tout à l'heure Farida, notamment dans les zones sensibles. Et moi, je le rappelle aussi, parce que la présidente de la région a écrit en notre nom à la ministre de la Santé, ce serait bien qu'elle nous réponde un jour. J'espère que le 1er décembre, elle va avoir l'occasion de parler du sida
sida, parce qu'on n'a pas quand même entendu beaucoup encore sur le VIH, parce qu'il y a des réglementations qui sont encore aujourd'hui incompréhensibles, comme le fait de vouloir donner des autotests à des médecins, notamment dans des zones sensibles, pour qu'ils puissent les donner gratuitement, ne nous est pas possible. Et c'est quand même pour nous une aberration, comme il faudra aussi qu'un jour le traitement post-exposition puisse être aussi donné par des médecins généralistes, parce qu'on voit bien les conséquences que ça a, et on espère que peut-être le 1er décembre, on aura, sur, vous voyez, des petits blocages comme ça administratifs, des réponses. Alors pour arriver aux objectifs de l'ONU-SIDA et donc à un monde sans sida, en 2030, il faut que la France reprenne vraiment le flambeau. D'abord l'argent. La France n'a plus augmenté sa contribution au Fonds mondial depuis plus de 5 ans. Nous étions le 2e contributeur mondial, nous sommes désormais le 3e. Un monde sans sida, c'est l'accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement. Pour cela, l'argent est le nerf de la guerre et j'espère aussi que le 1er décembre, la France annoncera enfin de nouveaux crédits. Je rappelle que seuls 21 millions des personnes séropositives sur 37 millions, alors qu'on sait qu'il faut donner les traitements tout de suite maintenant, ont accès aux ARV. Et pour beaucoup de séropositifs, et j'en fais partie, c'est quand même toujours violent de penser que nous, on a le droit de vivre ici et que dans les pays du Sud, ils sont condamnés à mourir. Il va quand même y avoir encore aujourd'hui 2500 personnes qui vont mourir du VIH, alors qu'on aurait pu éviter ces morts. Mais au-delà de l'argent, il faut aussi une parole forte et engagée. La pénalisation des populations vulnérables est un frein énorme à la fin de cette pandémie. Comme l'écrivait Camus, il ne suffit pas de convaincre l'injustice, il faut se donner sa vie pour le combattre. Comment accepter qu'en 2017, 70 pays pénalisent encore l'homosexualité? Quand la France portera-t-elle enfin, elle l'avait fait avec Ramayad à l'époque, mais depuis on n'a plus entendu grand-chose, un message fort pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité et pour que les trans ne soient plus considérés comme des malades mentaux par l'OMS. Et quand nous mobiliserons-nous face à des pays comme la Russie, qui s'attaquent aux usagers de drogue et refusent de mettre en place une politique de substitution pour enrayer une épidémie galopante dans cette population et dans ce pays qui est quand même aux frontières de l'Europe, sans oublier la persécution que subissent tant de travailleuses et de travailleurs du sexe et cet ignoble arbitraire commis en Tchétchénie sur lequel je ne reviendrai pas. Une politique qui s'attaque aux personnes plutôt qu'au virus est contre-productive et attentatoire aux droits humains, contraire à la Déclaration des droits de l'homme. C'est pourquoi, en conclusion, je voudrais terminer en évoquant les personnes qui vivent avec ce virus, ces personnes auxquelles on ne donne pas souvent de visage. Je remercie particulièrement encore Giovanna pour son beau témoignage tout à l'heure, et je sais que c'est pas simple aussi de porter le nom de l'ancien Premier ministre, même si elle assume, et elle doit bien sûr assumer sa famille, mais je sais que injustement, on la pénalise pour des positions qu'a le droit d'avoir son frère, mais qui ne sont pas forcément les siennes, puisqu'elle nous a rappelé qu'elle n'était pas, elle, une responsable politique. Et c'est pour ça que moi, je souhaitais qu'elle soit ici. Son livre, elle l'a dit, je vous rappelle, Accroché à la vie, a ému beaucoup d'entre nous, m'a ému particulièrement, tu le sais, chère Giovanna, et son courage, ton courage nous donne de la force, car ce qui ne se voit pas n'existe pas, d'où l'importance de ton témoignage et des témoignages. D'ailleurs, l'année dernière, en évoquant mes 30 ans de vie avec le VIH, que je vis là, d'ailleurs je vais le 1er décembre célébrer mes 30 ans de traitement, puisque j'ai eu l'AZT le 1er décembre 87, c'était pas encore la journée mondiale contre le sida, c'est devenu l'année suivante, vous voyez quel symbole. Et j'avais dit encore l'année dernière que je voulais refaire un livre de témoignages de personnes séropositives qui puissent témoigner à visage découvert. Le problème, c'était l'argent, et le laboratoire Gilead a répondu présent, et je les remercie. On les critique sur un certain nombre de choses, mais là, il faut les remercier quand ils nous permettent de mener une action utile. 15 personnes séropositives y témoignent et s'exposent grâce à la plume bienveillante de la journaliste du Nouvel Obs, Doane Buis, et au talent du photographe très connu, Patrick Messina. Rémi, Fred, Florence, Élodie, Charlotte, je sais que certains étaient là tout à l'heure, Yannick, Morgane, Ida, Julien, Pascal, Nicolas, Giovanna, une autre Giovanna, Ohang, Didier, Nils, autant de femmes et d'hommes qui démontrent sans pathos ce qu'est vivre avec le VIH en 2017, comme l'avait fait Giovanna. On aurait pu croire que ce serait bien plus facile qu'en 87, quand justement j'apprenais ma propre séropositivité. C'est paradoxalement souvent beaucoup plus difficile. Dans les années 80-90, il y avait une vraie solidarité, notamment
chez les personnes homosexuelles. Les personnes séropositives étaient souvent soutenues, particulièrement, je le redis, dans la communauté LGBT. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, même chez les personnes LGBT. En 2017, les progrès médicaux ont été considérables, et on peut tous s'en réjouir, ceux qui vivent avec ce virus, mais pas les progrès sociétaux. Dire sa séropositivité, c'est souvent se mettre au banc de la société. De la compassion des années 80-90, nous sommes passés à la culpabilisation, et Giovanna nous l'a rappelé tout à l'heure. Ce livre, qui est décliné avec une exposition qui, je l'espère, en 2018, traversera toute la France, grâce à vous tous, chers élus, a pour vocation d'incarner le VIH-Sida et de rappeler que nous sommes toutes et tous concernés. Il y a celles et ceux qui témoignent, bien sûr, mais ça pourrait être votre père, ça pourrait être votre mère, votre frère, votre sœur, votre conjoint ou encore votre meilleur ami. C'est vraiment contre la maladie qu'il faut lutter, pas contre les malades. C'est vraiment tout le sens de cette démarche, de ce livre, de cette exposition, pour que la honte ne soit plus du côté de celle ou de celui qui vit avec ce virus et qu'il faut protéger et aimer, mais du côté de celles et de ceux qui stigmatisent et insultent. Merci à ces courageux témoins, merci à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation. Nous vous attendons au Banana Café à partir de 19h30, tu es la bienvenue Valérie, pour vous présenter ce merveilleux livre et les témoins qui seront presque tous là. Et permettez-moi de terminer sur cette belle citation d'Alfred Camus en pensant aussi à beaucoup de celles et de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, de celles et de ceux qu'on a aimés. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Je vous remercie. Madame.